Processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui. C'est la décentralisation. L'initiative est née avec la Conférence des forces vives de la nation et depuis 20 ans déjà, le système court et le bilan est là avec des fortunes diverses. À l'ère du nouveau départ, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de faire des réformes pertinentes et innovantes sur les collectivités territoriales. De quoi s'agit-il au juste? Est-il utile d'opérer ces réformes? Comment mettre en application les dites réformes? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 3e numéro de votre émission Éclairage sur BLTV qui porte le thème des réformes pour la décentralisation au Bénin. Nous avons en studio pour échanger sur ce thème Monsieur Franck Kenevo. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être dans vos locaux ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes expert en gouvernance locale et en communication. Oui. La décentralisation est actuellement au cœur des débats parce qu'il y a des réformes en cours. Mais avant d'aborder les points forts de ces réformes qui sont déjà en train d'être vulgarisées, nous allons voir un peu le parcours du Bénin, 20 ans déjà. Quand vous regardez le bilan, globalement parlant, quelle appréciation faites-vous? Merci beaucoup. Il faut saluer l'esprit d'ouverture et d'innovation des délégués à la conférence nationale qui avaient en même temps qu'ils préconisaient un renouveau démocratique, avaient souhaité que la décentralisation soit constitutionnalisée et que, à côté de l'État, comme vous l'avez dit en début d'émission, qu'il y ait des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, avec des compétences propres et des organes élus pour véritablement impulser le développement à la base et la démocratie locale. Parce que le bilan de la conférence nationale, le bilan de la gestion du Bénin de 1960 à 1989, c'est un bilan aussi qui a fait ressortir que la centralisation à outrance de l'administration publique limitait l'efficacité de l'État. Vous voyez, donc en ce moment, c'est non seulement parti unique, mais un État fortement centralisé, parce que la décentralisation, les expériences de décentralisation qu'on avait eu à faire au temps de la Révolution, c'était à l'intérieur du parti unique. Donc, c'était pas une vraie décentralisation où les citoyens étaient libres pour participer à la gestion de leur communauté. Donc, il a été recommandé cela, et cela a été traduit après les États généraux de 1993, les grandes lignes ont été retenues, les lois ont été élaborées, les décrets d'application, et en 2003, les communes ont été installées. Maintenant, si on jette un regard critique, on va voir quand même que rien que l'existence des collectivités territoriales dans le paysage institutionnel du Bénin était déjà quelque chose qu'il faut saluer. Parce qu'il y avait des maires élus. La légitimité d'une autorité élue, c'est toujours différent. Donc, ces maires-là, élus en deuxième ressort par le conseil communal, mais déjà en premier ressort par les populations, avaient donc une sorte de légitimité pour aller vers les ministères, pour négocier des infrastructures socio-communautaires, aller vers les partenaires pour mobiliser des ressources, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu. Donc, tout ce paysage-là a créé de façon administrative des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires, et peu à peu, on a introduit les redditions de comptes, le processus pour faire
le plan annuel d'investissement ou le plan annuel de développement, on a commencé par ouvrir aux citoyens. Donc il y a un processus qui était quand même du point de vue institutionnel en place et commençait par fonctionner. Mais le problème, c'est que on n'a pas eu les résultats. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la décentralisation, c'est pour que les services sociaux de base soient renforcés. Pour que celui qui est à Tchoumi, ce village célèbre que j'ai découvert la semaine dernière seulement, que celui qui est le Béninois qui est à Tchoumi ait à peu près les mêmes niveaux de service que celui qui est à Cotonou, à Agra ici par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Vous verrez que dans la gestion des collectivités territoriales, on a eu des problèmes de planification, on a eu des problèmes de politisation, on a eu des problèmes de malgouvernance, on a eu des problèmes de faiblesse de la démocratie. Parce que justement, si vous voulez faire le développement des personnes, des communautés, il faut avoir des mécanismes pour les entendre, pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que la commune ne peut pas tout faire au même moment. Donc il faut un processus pour dégager les priorités. Ensuite, la priorité des priorités, parce que nous avons quand même 546 arrondissements au Bénin. Nous avons 5900 et quelques villages et quartiers de ville. C'est pas petit. On pense que le Bénin est un petit pays, c'est vrai, mais 77 communes, 77 communes, 12 départements. Donc, sur ce terrain-là, on se rend compte que, bon, l'essentiel des écoles, c'est encore l'État qui construit. L'essentiel des forages, c'est encore les ministères. Les marchés, c'est encore l'État. Donc, à un moment donné, on s'est posé la question si les dividendes de la décentralisation étaient visibles dans nos communes, dans nos territoires. Et donc, à partir de ce moment, déjà en 2006, il y a eu des bilans. Moi, j'ai conduit le tout premier bilan, le tout premier processus d'évaluation de la décentralisation avec la coopération danoise. Et c'était avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. On avait fait le processus et on voyait déjà qu'il y avait un problème de politisation. Parce que le système de décentralisation qui existe au Bénin, c'est le même dans 98% des pays du monde. Le maire, il est à la fois autorité politique, mais organe exécutif ou tout au moins chef de l'administration. Et au Bénin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché simplement parce qu'il y a des pesanteurs sociopolitiques qui font que les conseillers, les chefs d'entreprise de la commune, les ministres et les députés de la commune font chanter le maire. Il y avait une pression terrible sur le maire. Et le maire, au finish, ne peut pas prendre les décisions courageuses qu'il fallait prendre. Si, par exemple, il faut envoyer un projet dans un arrondissement ou dans un quartier, on tient compte du niveau de pauvreté, des besoins pour choisir. Il y a des indicateurs pour faire le choix. Mais cette forte politisation, la pression des députés, exactement, ça va faire que c'est peut-être là où il y a déjà ce type d'infrastructure que mettre ça. Donc, pour la gestion des marchés, c'est des entreprises qui sont tous parrainées par des conseillers, par des ministres de la région, par des députés de la région. Et donc, tout cela, ça plombe le système. Le développement recherché à la base, fondamentalement, n'est plus palpable. On sent que quelque chose se fait, mais ça ne répond plus à la dynamique. C'est dans les tests, c'est au niveau des institutions, mais sur le terrain, dans la vie quotidienne des gens, on ne ressent pas les dividendes de la décentralisation. Donc, c'est ce constat-là qui a fait que, dans un premier temps, si on va égrener toutes les faiblesses du système, on verra qu'il y a aussi des problèmes de ressources humaines.
Bien sûr. Les ressources humaines qu'on avait dans les communes au départ, c'était des agents des maisons du peuple et des circonscriptions qui, c'était pour servir les gens dans les buvettes des maisons du peuple, c'était pour faire l'animation, c'était pour... Donc, tous ceux-là ont été reversés au niveau des communes. Alors, la difficulté, c'est que relayer des ordres venus d'en haut, c'est pas la même chose que concevoir le développement, mettre ça en œuvre, suivre, corriger, rectifier et rendre compte. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème de ressources humaines. Troisièmement, il y a un problème de ressources financières. Parce que si vous regardez, et c'est la Cour constitutionnelle, les communes n'ont pas les mêmes forces. Les mêmes forces, et il était prévu que dans une répartition équitable, l'État puisse envoyer les ressources qu'il utilisait avant pour exercer les compétences qu'il a envoyées aux communes, qu'il puisse envoyer ces ressources-là, même si on atteignait 50, 80, 90%. Des ressources dont ce serait le maire de la ville de Cotonou avait fait son cheval de bataille. Oui, le président Sogolo, il a même saisi la Cour suprême avant de se désister, peut-être sous les pressions. Donc je pense qu'il y a ce problème-là aussi. Maintenant, il y a aussi la cohérence, parce que nous sommes dans un État unitaire, vous l'avez dit en début d'émission. On ne peut pas, le gouvernement ne peut pas dire que la priorité c'est l'agriculture et les communes vont dire que c'est peut-être aller ou aller dans la lune. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une cohérence. C'est une question d'efficience, d'efficacité. Si et c'est une question de saison, c'est-à-dire en matière de développement, il faut échelonner les choses. Il faut commencer par les investissements qui vont nous donner des ressources pour faire les autres investissements. Donc si on investit au niveau central dans l'agriculture, il faudrait que les plans de développement des communes puissent refléter cette orientation. Donc, non seulement dans la planification, il faut retrouver les priorités de l'État, parce que celui qui est l'élu de la nation, c'est le président de la République. Il donne les grandes lignes, les grandes orientations, et les communes intègrent ça en fonction des attentes des communautés. Donc, disons, ce mélange, oui, cette ingénierie dans la gestion des politiques publiques aussi a fait défaut. On n'a pas vu cette cohérence entre les orientations. C'est vrai, hein, quand les maires élaborent leur plan, ils essayent d'intégrer ça. Mais dans la mise en œuvre, on ne voit pas la cohérence entre ce que un ministère sectoriel met en œuvre et comment les communes sont des points d'application, d'ancrage de ces politiques-là. Et c'est ça qui doit permettre à l'État de se développer facilement. Donc, bien que notre belle décentralisation, il y a des plans dans l'air, il y a des faiblesses chroniques. On peut faire sauter le maire par ici, le suçon par là, faire ces déballages-là, au lieu de s'approprier vraiment une voie de développement. Exactement. Donc, c'est dans ce contexte que tous les chefs d'État ont été interpellés sur ces problèmes-là. Mais il faut avouer que c'est le président Patrice Talon. Bon, lui-même, il a d'abord fait un quinquennat pour prendre la température. Pour voir vraiment parce que c'est vraiment pas facile de réformer les collectivités territoriales. Vous savez, il y a les maires, il y a les adjoints aux maires, il y a les chefs d'arrondissement, qui sont des potentats locaux, qui sont ancrés, qui sont assis, voilà. Donc ils ont leur base, leur légitimité et leur force de frappe politique. Donc du coup, ils touchaient ça peut faire remuer beaucoup de choses. Oui, donc je crois que il a pris le premier quinquennat aussi pour regarder comment faire cette réforme pour que justement il n'y ait pas... Vous avez vu, lorsque la réforme a été présentée, pour dire vrai,
les maires n'étaient pas d'accord au début. Nous allons en venir tout à l'heure. Donc, Monsieur Kelevon, donc dans cette toute première partie, comme vous l'avez si bien expliqué, nous avons vu les lacunes, oui, les difficultés, oui, là où notre décentralisation avait le plomb dans l'aile. oui, Et nous allons revenir dans une deuxième partie maintenant oui. pour parler de cette réforme que, il ne faut plus le dire, était vraiment nécessaire Oui. parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Dans une deuxième partie de l'émission, nous allons donc aborder les réformes initiées par le gouvernement proprement dites, les réformes elles-mêmes. D'accord. À tout de suite. Des réformes pour la décentralisation au Bénin, deuxième partie de votre émission. Nous sommes toujours avec M. Franck Kenevor. Il est expert en communication et en gouvernance locale. Des réformes ont été initiées donc par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous allons les aborder avec notre invité en studio. Alors, comment voyez-vous ces réformes? Déjà au plan structurel, qu'est-ce qui a été proposé? Alors, le premier grand volet de cette réforme, c'est de séparer les fonctions politiques avec les fonctions techniques et administratives. Ça veut dire que la même autorité ne peut plus avoir plusieurs casquettes. Le maire ne peut plus être président de l'organe délibérant et en même temps chef de l'administration, l'exécutif de la commune. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une séparation qui est tellement vive et tranchée que moi-même parfois ça me fait peur. Mais je pense que c'est clair si vous allez dans nos collectivités territoriales après le 1er avril, lorsque les secrétaires exécutifs vont prendre service, vous verrez qu'il y a un niveau politique que le maire coiffe, qui délibère, et là il y a deux organes. Il y a le conseil communal légendaire que tout le monde connaît, qui délibère en dernier ressort, qui décide des questions de planification, de budget et autres. Ensuite, il y a maintenant un organe, le conseil de supervision, que le maire préside toujours, qui va contrôler, qui va orienter et superviser la manière dont le secrétaire exécutif va gérer l'administration communale, va mettre en œuvre les décisions des organes délibérants. Donc, ce côté, c'est les élus. Conseil communal, conseil de supervision, c'est les élus qui sont là. Conseil communal, c'est tous les élus. Conseil de supervision, c'est le maire, les adjoints au maire, les présidents des commissions permanentes. D'un autre côté, nous avons un secrétariat exécutif qui est véritablement chargé en toute autonomie d'exécuter les décisions des organes délibérants. C'est ça la grande innovation de la réforme. C'est ça. Les secrétaires exécutifs. Les exécutifs qui sont ordonnateurs du budget, qui sont pratiquement signataires de tout ce qui concerne la commune, qui véritablement animent les services, organisent les services. À cette allure, M. Franck Kenevor vient d'arracher là au maire une grande prérogative qui lui est très chère. Oui. La plus chère. Non, la plus chère, pas forcément. C'est-à-dire, la vraie prérogative d'un maire, c'est au niveau de la planification, des actions de développement, au niveau de la planification budgétaire, parce que il revient aux autorités politiques, aux élus, de donner la vision, d'indiquer la direction à suivre. Et la signature est importante. L'administration conduit la commune dans cette direction. Maintenant, être ordonnateur du budget, c'est peut-être dans une petite commune que ça va se voir. Parce que dans les grandes communes, le maire n'a pas le temps pour gérer des dizaines de marchés. Il peut donner des consignes, il peut donner des orientations, mais le travail technique
d'ordonnancement du budget, c'est les services. Vous voyez, le maire était ordonnateur du budget, mais il y avait des personnes responsables des marchés publics. Évidemment. Il y avait des commissions de vérification du budget et des marchés publics, tout ça. Donc, tout le dispositif là, il n'y a que la signature du maire qui change. Et ça, et peut-être si on est dans une perspective de commission d'agents occultes, on peut rentrer dedans, mais c'est opaque, c'est flou, on ne peut pas avoir les données pour analyser ça. Donc si techniquement c'est, disons, attribuer les marchés qui est le problème, le maire, c'est pas forcément lui, aux yeux de la loi, qui le fait aujourd'hui. C'est des mises en concurrence, des appels d'offres, etc., qui permettent de choisir les fournisseurs. On n'a pas besoin. Deuxièmement, c'est l'administration, c'est le travail de l'administration. Le maire peut donner des instructions, des orientations, et au finish, le maire signe. Donc, ce n'est pas le vrai travail du maire. Le vrai travail du maire, c'est de s'assurer que le plan de développement communal est conforme à ce qu'il a présenté aux populations pendant les élections. Le plan de développement communal est conforme à l'idéal qu'il veut pour sa commune. Deuxièmement, au niveau du conseil de supervision, et donc chaque année, le plan annuel d'investissement ou le plan annuel de développement reste conforme à cette vision que les organes délibérants votent. Deuxièmement, au niveau du conseil de supervision, le maire reste quand même l'acteur principal entouré de ses adjoints et des présidents de commission pour contrôler la manière dont le secrétaire exécutif met en œuvre les instructions. Donc il y aura des rapports mensuels que le secrétaire exécutif va envoyer au conseil de supervision et eux ils vont délibérer sur ces rapports-là et voir si les objectifs sont en train d'être atteints. Donc le fait que la personne qui gère l'administration, le chef de l'administration, l'autorité administrative, ne soit plus le maire, c'est en quelque sorte aussi une bonne chose. Ça permet au collège d'élus désignés au niveau du conseil de supervision de mieux contrôler. Nous, on veut tel nombre d'infrastructures, on t'a donné les moyens, pourquoi on n'a pas réalisé? Donc s'il y a des difficultés objectives, on en parle. Et puis s'il faut se séparer du secrétaire exécutif, la seule difficulté, c'est qu'il faut que le préfet soit d'accord. D'accord. Donc, déjà parlons de son choix. Oui. Le choix de ce secrétaire exécutif. Pourquoi on ne laisse pas simplement le maire nommer un secrétaire exécutif, mais on le fait passer dans le circuit de l'État? Parce que là, est-ce que ça ne semble pas une certaine récupération encore de l'État de ces fonds qui descendent dans les mairies? Bon, je pense que dans le cadre d'une décentralisation, nous ne sommes pas en face de collectivités territoriales indépendantes, mais de collectivités territoriales disposant d'une autonomie locale, une autonomie qui est organisée par la loi et la Constitution. Donc, dans l'organisation de l'autonomie locale, on peut y introduire, autant que la Cour constitutionnelle trouvera conforme à l'esprit de la Constitution, on peut y introduire des mécanismes pour améliorer la gouvernance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement met en place un fichier national, un fichier en relation avec l'Association nationale des communes, de sorte que, dans un premier temps, on s'assure que les personnes qui seront choisies remplissent les conditions. Ces personnes ont le profil qu'il faut, parce que ça fait partie des problèmes qu'on avait dénoncés par le passé. Donc, premièrement, des compétences qu'il faut. Deuxièmement,
Je pense que l'idée du gouvernement, c'est qu'il ne faut pas avoir de connivence entre le maire et le secrétaire exécutif. Donc, il y aura un tirage au sort. Et à l'issue du tirage au sort, le maire peut nommer le secrétaire exécutif. Mais au-delà du tirage au sort, c'est que si d'aventure la personne que le maire tire au sort refuse, se désiste, parce que si quelqu'un est sur le fichier et qu'il a une situation correcte à Cotonou et qu'on le tire quelque part où il n'a pas envie d'aller, on lui donne la possibilité de se désister. En ce moment, c'est le ministre de la décentralisation qui va faire des propositions au maire pour qu'il puisse nommer son secrétaire exécutif. Et là, il ne peut pas refuser plus de 2 propositions. Donc, c'est le dispositif qui est en place. Le dispositif, c'est la forme. C'est dans le fond, dans le contenu. Si ça peut nous permettre d'avoir les objectifs, les résultats attendus, ce serait une bonne chose. Donc, je pense que ça fait appel forcément à une expérimentation. Le modèle existe au Rwanda. Je ne connais pas un autre pays qui l'a expérimenté, mais au Rwanda, ça a donné des résultats spectaculaires. La puissance, l'émergence du Rwanda, ce n'est pas véritablement le gouvernement central. Non, c'est la dynamique au niveau des collectivités territoriales. Et donc, chaque année, il y a une évaluation qui est publique. Et donc, si les objectifs ne sont pas atteints, le technicien là est interpellé, les autorités politiques sont interpellées. Donc, je pense que cette expérience, on peut la faire, surtout qu'il y a quand même, à mon avis, 2 éléments qui renforcent la réforme. C'est-à-dire la définition jusqu'à 7 fonctions techniques. Donc, si le gouvernement arrivait à pouvoir, à hauteur de 77, chacun des fichiers, ça veut dire que les 77 communes auront 7 cadres d'un bon niveau pour travailler. La dernière fois, on était dans une commune pas loin de Cotonou, où le seul cadre de la commune, c'est le secrétaire exécutif, le secrétaire général actuel. Et donc, il doit faire ça vous tout. Le développement, c'est compliqué. Il est là du lundi au dimanche. Donc, aujourd'hui, avec ce mécanisme, la bonne nouvelle, c'est que surtout les communes qui n'ont pas les moyens de recruter des cadres, ces communes-là auront quand même 7. D'avoir des cadres de qualité. 7 cadres. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans tous les pays où des réformes ont permis au cadre institutionnel de la décentralisation des collectivités territoriales de satisfaire les attentes des gouvernants, des gouvernements centraux, il y a eu plus de ressources. Donc, on peut espérer que si ce nouveau cadre qui convient au chef de l'État est mis en place, qu'il y aura donc beaucoup de ressources au niveau des collectivités territoriales. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous avez beau avoir l'autonomie, l'indépendance, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez avoir les meilleures visions. Moi, je reviens de l'intérieur du pays. J'ai vu une ville comme Natitengu. Quand je vois tout le potentiel qu'on peut faire au niveau de cette ville, sur le plan touristique, mais il faut les ressources qui dépassent les capacités de la ville de Natitengu actuellement. Si vous prenez, vous faites des investissements dans une ville comme Natitengu, mais vous aurez une ville touristique où les gens vont venir du monde entier pour regarder. Mais il faut y mettre les ouvrages, les équipements qu'il faut.
Tout ça, c'est les compétences qui doivent réfléchir pour Et dessiner. voilà. La voie Donc, sûre. avec la ressource humaine déjà, Oui. la ville de Nati Tengu peut dessiner le visage qu'il veut de Nati Tengu, les élus de Nati Tengu. Pour être mieux révélé. Voilà. Et donc, si on commence pas à voir ces ambitions-là, l'État peut aller Avoir des ressources. à leur secours pour que des financements soient mis en place progressivement. Il y a beaucoup de communes qui ont des potentialités, mais ces potentialités, on dit en affaires que c'est l'argent qui appelle l'argent. C'est pour ça que le pauvre sera toujours pauvre et le riche sera toujours riche. Parce que si vous avez un niveau de ressources donné, ce n'est plus vous qui travaillez, mais c'est l'argent qui travaille pour vous. C'est ça. Donc l'argent appelle l'argent. Pour que des étrangers viennent investir, il faut un minimum d'investissement. Si vous avez des carrières et que ces carrières-là sont envahies de brousses, de ronces, personne ne viendra. Il faut avoir un minimum de ressources pour déblayer, mettre des pavés, des voies d'accès, etc. pour que ça puisse... L'argent a aussi beaucoup bousculé nos communes. On passe du FADEC au FIC. Au FIC. Non, c'est ça, c'est ce que je disais. Oui. C'est-à-dire le gouvernement a eu une nouvelle vision. Oui. Le FADEC, il faut féliciter ceux qui l'ont mis en place. Il faut saluer le travail que le FADEC a permis de faire dans nos communes. Il y a beaucoup de réalisations. Vous verrez, FADEC telle année, FADEC telle année. Parce que justement... Non, il y a eu une mauvaise gestion. Les audits FADEC ont en même temps créé des problèmes aux communes. Parce qu'il y avait beaucoup de malgouvernance. Mais parfois, la malgouvernance est liée à la faiblesse de la ressource humaine. Parce que en matière de passation des marchés publics, en matière de célérité dans le traitement des dossiers, il faut avoir un minimum de niveau. Vous savez, on dit que les questions financières, on ne peut rien. Moi, je ne peux pas gérer les finances d'une commune. C'est une compétence donnée. Il faut un profil donné. Les financiers sont jaloux de leur domaine et ils ont raison. Parce que c'est pas le droit, c'est pas la communication où un financier peut devenir communicateur. Bien fait, et encore là. Bon. Donc, il y a des profils comme les finances locales. Il faut vraiment les hommes qu'il faut à ces places-là. La mobilisation des ressources. Il y a beaucoup de stratégies. Le FIC sera conduit de la même manière? Non, le FIC, je crois que... je ne sais pas, on n'a pas vu le décret d'application encore. Je ne sais pas si ça sera... les guichets seront maintenus. Parce que le FADEC a fonctionné comme des guichets qui ils reçoivent les ressources de l'État et des partenaires et ils distribuent. Ils ne gèrent pas les ressources. Il y a des guichets FADEC affectés, FADEC non affectés, FADEC agriculture, etc. Donc ces ressources-là sont envoyées au niveau des collectivités territoriales qui ont la pleine maîtrise d'ouvrage. C'est les communes qui gèrent les ressources. Je ne sais pas si le gouvernement va maintenir les guichets. Donc, si les guichets sont maintenus, ça veut dire que en plus des ressources qui viennent de l'État et des partenaires, le FIC, selon ce que le gouvernement a annoncé, peut aller sur le marché financier. Le marché financier pour faire lever des fonds. Mais est-ce que ces fonds seront gérés par les communes ou il y aura une agence? Parce que le bruit avait couru un temps. N'ayant pas vu le décret d'application, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Mais ce qui est important, c'est que en séparant les fonctions techniques des fonctions politiques, en mettant les profils qu'il faut au niveau des collectivités territoriales, de l'administration locale, et en mettant plus de ressources, on va vers une décentralisation
qui va porter beaucoup de développement, qui va produire le développement, qui va renforcer la démocratie. Et donc on verra davantage les dividendes de cette réforme. Je suis sûr que le temps qui nous est imparti pour cette deuxième partie ne suffira pas pour éplucher tout ce qu'il y a autour de ces réformes. Mais je voudrais envoler quelques minutes de la troisième partie pour qu'on parle de cette fameuse tutelle. Tutelle, maire, préfet. De quoi s'agira-t-il désormais? Bon, la tutelle, c'est une fonction que l'État exerce à travers son représentant dans le département, c'est-à-dire le préfet, qui est l'autorité de tutelle, pour que véritablement la tutelle permet à ce que l'intérêt général soit toujours préservé, que la loi soit toujours respectée dans ce qui est fait par les collectivités territoriales. Et troisièmement, la tutelle permet d'apporter l'assistance conseil de l'État aux collectivités territoriales. Donc on pense qu'autour du préfet, il y a les services déconcentrés qui disposent d'informations, de compétences qu'ils peuvent mettre au service des collectivités territoriales. Il y a toujours des problèmes du coup d'assistance et technique. On parle de ce lien de chefferie. Non, il n'y a pas. Le préfet est chef. Non, le préfet n'est pas le chef du maire. Il y a deux cas de figure. Lorsque nous prenons le maire, autorité locale, où on parle des compétences propres de la commune, le préfet n'est pas le chef du maire. Le chef du maire, c'est le conseil communal. Maintenant, lorsqu'on parle des compétences déléguées ou des compétences partagées, le préfet est le chef du maire parce que le maire devient ce qu'on appelle un service déconcentré de l'État. C'est le dédoublement fonctionnel du maire. Le maire, lorsqu'il est assis au niveau du conseil communal, le préfet n'est pas son chef. Ils ont une relation de tutelle. C'est-à-dire, le préfet est là pour voir si le maire préserve l'intérêt général, respecte la loi. Si ce n'est pas le cas, le préfet peut intervenir. Mais si c'est le cas, le préfet n'a rien à faire. Maintenant, lorsqu'il s'agit des questions comme la sécurité, la sécurité est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Dans l'exécution des questions de sécurité, le préfet peut donner des injonctions, des instructions, voire des injonctions au maire. Si le maire refuse, il peut le réquisitionner. Vous savez, si le maire refuse la réquisition, il tombe sous le coup de non-respect de la déontologie administrative. Il peut être des sanctions. Comme le maire de Bante, je crois, pendant la présidentielle. Voilà. Donc, il y a, lorsque vous êtes maire, vous êtes aussi représentant de l'État. Mais ça, c'est 10% de vos attributions. Mais dans la gestion de votre commune, le préfet n'est pas le patron du maire. Jamais. Donc, maintenant, ce que le gouvernement a apporté de plus à la tutelle, c'est que jusqu'au 1er avril, le préfet, lorsqu'il constate qu'un acte d'un organe communal est contraire à la loi, il peut prendre un arrêté pour constater la nullité de l'acte. À partir du 1er avril, il ne peut plus le faire. Il sera obligé de faire ce qu'on appelle le déféré préfectoral. Ça veut dire que le préfet saisit le juge administratif pour lui dire que tel acte de telle commune est contraire à la loi. Maintenant, le juge statue et dit le préfet a raison, le préfet a tort, etc. etc. Donc là, c'est vraiment une innovation. Moi, ça fait 3 ans que j'écris pour demander qu'on puisse alléger la tutelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les maires ont peur d'assigner
les décisions des préfets devant le juge administratif. Ils savent que manifestement, le préfet a outrepassé ses pouvoirs. Le préfet n'a pas le droit de prendre cet arrêté-là. Mais pour des raisons de confiance, de courtoisie, on se réserve. Je ne veux pas être le premier à signer préfet devant le juge administratif. Donc, la difficulté, c'est quoi? C'est que le droit administratif, c'est les tribunaux qui l'alimentent. Et donc, ici au Bénin, pour définir la tutelle, on est obligé de chercher une jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a pas, les maires n'ont pas exercé leur droit de recours par rapport aux décisions des préfets depuis 2003. Moi, je ne connais pas un seul recours d'un maire contre une décision d'un préfet. Il y a eu des moments assez conflictuels, des moments où on dit qui a signé cette lettre pour autoriser cette marche. Il y a eu des problèmes, mais on n'a jamais fait ça. En France, c'est régulier. Pendant la crise de la Covid, le gouvernement prend des décrets, les maires disent non, on n'est pas d'accord, ils défèrent ça devant le juge administratif. Et c'est comme ça que le droit grandit et qu'on arrive à interpréter convenablement les textes de loi. Nous avons des textes de loi que le juge administratif n'arrive pas à expérimenter, à éprouver. Donc aujourd'hui, le gouvernement oblige les préfets à alimenter la justice administrative pour que le préfet ne soit plus jugé parti, parce que c'est lui qui constate que c'est contraire à la loi, c'est lui qui constate la nullité, tout ça là, et le maire, il a les bras croisés. Mais c'est vrai que la loi dit qu'il peut faire recours, mais personne ne fait ce recours-là, parce que si tu as le préfet comme toi, s'il ne sort pas ton budget, comment tu vas faire? Bon, il y a beaucoup de choses. Il doit y avoir une complémentarité entre les maires et les préfets. Parce que c'est deux fonctions apparemment différentes, mais qui concourent au même résultat du développement. Le préfet, lui, il est dans l'ordonnancement du pouvoir d'État. Il est dans un lien de subordination avec le ministre, le gouvernement, jusqu'au président là-bas. Le maire, il est dans un pouvoir local qui part village, quartier de ville, arrondissement, tout. Et ils sont là pour défendre les intérêts locaux. Et donc, les deux intérêts ne sont pas contradictoires, pas du tout, complémentaires pour le développement de l'ensemble du pays. Voilà. Merci, M. Franck Kenevo. Tout à l'heure, nous allons aborder la troisième partie de cette émission, dont nous avons sérieusement envoyé quelques minutes pour pouvoir développer cette question de tutelle qui était d'ailleurs très nécessaire. Nous allons parler des tests en vigueur, la méthodologie que le gouvernement veut utiliser pour mettre en application ces réformes. Et nous allons voir également s'il y a des points qui ont été occultés, s'il n'y a pas des volets qu'il faut insérer, qu'on a déjà oubliés et qui pourraient poser problème à l'avenir. Chers amis téléspectateurs, à tout de suite pour la troisième partie de cette émission. Troisième et dernière partie de cette émission numéro 3, éclairage, qui parle aujourd'hui décentralisation. Des réformes sont en cours, comment les mettre en application véritablement. Nous allons déjà parler des tests, de la constitutionnalité de ces réformes. La constitutionnalité de ces réformes, on peut spéculer. On peut dire que on a donné des pouvoirs importants à un organe nommé, etc. Mais la constitutionnalité, c'est dans la Constitution qu'il faut rechercher les éléments de constitutionnalité. Et la Constitution dit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus dans les conditions prévues par la loi. Alors,
Donc, l'élément essentiel de garde-fou qu'on peut avoir là, c'est le juge constitutionnel qui peut dire si on a empiété sur l'autonomie locale ou si les dispositions actuelles respectent l'autonomie locale. Et si vous prenez le code de l'administration territoriale, vous verrez que le 20 décembre, le code a été promulgué le 20 décembre. Le 10 décembre, la Cour constitutionnelle a rendu une décision de conformité à la Constitution. Le président de la République n'était pas obligé d'attendre cette décision de la haute juridiction avant de promulguer, mais je pense que c'était nécessaire pour que tout le monde soit situé sur la constitutionnalité ou non des dispositions. Moi, personnellement, il y a des dispositions que j'ai critiquées, notamment la complexité pour mettre fin au mandat du secrétaire exécutif. Le fait qu'on puisse avoir une session conjointe du conseil de supervision et du préfet et chacun délibère selon ses règles, pour moi, le touche au secrétaire exécutif qui a un mandat de 5 ans, même durée que le maire, je trouve que c'est, disons, le préfet se retrouve d'abord juge et partie, parce que tous les actes des organes communaux convergent vers le préfet pour le contrôle de constitutionnalité. Deuxièmement, l'autonomie communale requiert que les organes de la commune puissent délibérer seuls, puissent délibérer et que la délibération puisse produire des effets de droit tout seul. Mais ici, leur délibération ne peut pas produire des effets de droit tant que le préfet n'est pas d'accord. Bon, sur cette question-là, et une autre question, c'est que déjà dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en 99, enfin dans les années 98, 99, la Cour constitutionnelle avait donné une jurisprudence pour dire que un organe élu, une autorité élue ne peut pas déléguer des pouvoirs à une autorité nommée. Or, dans le code actuel, il est prévu que le maire puisse déléguer des compétences en matière d'état civil au secrétaire exécutif. À part ces deux questions-là, je pense que tout le reste, pour moi, transférer l'ordonnancement du budget au secrétaire exécutif ne peut être que conforme à la Constitution. Séparer les deux fonctions, c'est conforme à la Constitution. Voilà les deux éléments sur lesquels... mais ce n'est pas moi qui décide, c'est la Cour constitutionnelle. Et elle a donné son aval. Ce qui reste maintenant, c'est que au niveau des universitaires, on puisse avoir des éléments au niveau de la doctrine, pour que la doctrine étant aussi sous du droit, que cela puisse inspirer pour les fois à venir. Très bien. La méthodologie utilisée par le gouvernement actuellement, sans une certaine information de chaque catégorie, les maires, la NCB associée, tout le reste, appréciation globale. Non, je pense que si on avait trouvé paradoxal qu'au niveau du comité, il n'y ait pas de maire, il n'y ait pas de représentant de la NCB, je crois que le gouvernement s'est rattrapé formidablement. Il y a eu des séances d'explication, le gouvernement n'était pas obligé. Il y a eu, après la réaction des maires, le président de la République a repris la parole pour expliquer. Le président de la République a reçu les membres de l'ANCP. Il les a reçus à une séance de travail où il les a expliqué.
Et je crois que l'adhésion qu'ils ont donnée publiquement était sincère. Parce que lorsque je parle avec les maires, au moment où la réforme a été annoncée, et quelques mois après leur déclaration publique, leur senti une grande différence. Oui, il y a une grande différence dans leur perception, dans leur appropriation de cette réforme. Et surtout, au moment où le PAG 2021-2026 a été présenté aux acteurs de l'administration, les maires ont été associés. Et ils ont pu voir la bonne foi du gouvernement par rapport à la qualité des projets pour le développement local. Donc il y a une cohérence entre la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et le programme d'action du gouvernement. Donc ça, il y a des maires qui m'ont dit qu'ils sont rassurés. Ils sont rassurés. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut saluer le courage de ces maires qui ont vraiment... parce qu'il faut de l'objectivité pour adhérer à une réforme qui vous dépouille, entre guillemets. C'est vrai que le président de la République a dit que ce n'est pas le budget du maire, c'est le budget de la commune. Mais par le passé, c'est le maire qui gérait d'une manière ou d'une autre ce budget-là. Aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif. Moi, ce que je voudrais souhaiter, c'est qu'il y ait bonne foi des deux côtés. Qu'il y ait bonne foi des maires et bon cœur. Parce que on a des voisins au Bénin où quand ce n'est pas eux, il faut que ça échoue. Je ne veux pas que les maires soient ce type de voisins-là. Il faut vraiment avoir bon cœur parce que l'enjeu, c'est-à-dire si les SE et les maires ne travaillent pas de bon cœur, de bonne foi, on ne peut pas évaluer la réforme. On ne peut pas, c'est-à-dire s'il y a la béninoiserie dedans, on ne peut pas objectivement dire si c'est bon ou mauvais. Or, le Bénin peut inventer un dispositif qui va inspirer d'autres pays. Si ça se passe bien, c'est à notre actif, à nous tous. Donc moi je pense que il faut qu'il y ait bonne foi du côté des maires. Il faut que les SE soient humbles, sages, mais sachant que c'est une réforme qui leur a permis d'être là où ils sont. Et donc, ils doivent honorer cette réforme-là. Donc, il faut travailler de manière technique, il faut travailler de manière professionnelle, tout en... On dit que le SE ne peut pas faire de la politique. Donc, la loi est formelle, il ne peut même pas être candidat à une élection pendant leur mandat ou l'élection qui suit la fin de leur mandat. Donc, ça va rassurer les politiciens, les élus, d'un côté technique, et que eux-mêmes ils puissent travailler dans cette dynamique de sorte que au soir de la première, deuxième année, même s'ils ne sont pas fils de la commune, qu'on puisse les adopter en même temps comme fils de la commune, parce que ils auraient fait un travail formidable. Et ça, c'est la culture générale aussi. Il faut qu'il, même si, parce que le fichier est là, le fichier est là, mais les profils au niveau du secrétaire exécutif, c'est un peu ouvert. Donc, il faut qu'il se rattrape, il faut qu'il lise beaucoup par rapport aux expériences, les documents de capitalisation au Bénin, en Afrique, un peu partout, qu'ils lisent ça. Je connais le Bénin. Et qu'ils aient la culture générale. C'est sûr qu'on va le prendre et les former. Et je pense que ça devrait marcher. Merci M. Franck Kénévor. Le temps qui nous est imparti touche complètement à sa fin. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans parler de cette nouvelle catégorisation des communes. 3 catégories désormais. Pas beaucoup, en quelques mots.
Dites-nous ce que vous comprenez de tout ça. Non. On élargit un peu l'assiette des communes à statut particulier. Oui, de 3 à 4. Voilà. Et on a créé un statut intermédiaire pour 19 communes. Et le reste, c'est les communes de droit commun. Je pense que l'évolution des territoires amène à catégoriser pour que les compétences ne soient pas les mêmes. Que les compétences soient dimensionnées à la hauteur des collectivités territoriales, premièrement, et que le soutien, l'accompagnement de l'État soit également dimensionné à la mesure de ça. Si vous êtes commune à statut particulier, vous allez avoir plus de ressources. Non, l'idée de communes à statut particulier, de communes de droit intermédiaire, de statut intermédiaire, c'est une responsabilité, à mon avis. C'est que l'État veut en faire des pôles de développement. Si on investit pendant 5-10 ans sur une commune, c'est que cette commune à statut particulier ou à statut intermédiaire devra être capable de tirer les autres collectivités territoriales, comme Cotonou le fait, comme Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi aujourd'hui. Donc, les villes secondaires aussi, si on leur donne un statut intermédiaire pour leur permettre d'avoir plus d'attention, parce que l'État ne peut pas investir de la même manière dans les 77 communes. On va prier pour qu'il y ait un plan Marshall pour les collectivités territoriales d'Afrique et que la part du Bénin puisse suffire à développer au même moment les 77 communes. Mais en attendant, il faut trouver des pôles de développement. Et lorsque vous investissez dans ces pôles ont vocation à tirer les autres vers le haut. Vous voyez, le mécanisme d'intercommunalité, on n'en a pas parlé. C'est ça, sa pertinence. Lorsque vous prenez une commune comme Calavi, Cotonou, qui dispose de gros moyens, par le mécanisme de l'intercommunalité, ces communes-là peuvent aider les communes de Zé, les communes de Tori et autres dans la mise en place d'outils pour des services donnés. Donc, il faut que notre schéma de l'intercommunalité n'a pas beaucoup évolué. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 intercommunalités reconnues comme telles au Bénin. Parmi les 3, il y a Coformo, qui est pratiquement un programme pour gérer les forêts, etc. Donc, il y a les DKP et il y a la communauté des communes du Zou. Donc, les DKP, c'est Kouandé, Kérou, Péonko, qui ont été des pionniers dans cette expérience. Et la communauté des communes du Zou, c'est le leadership de Lucas Troupeau qui a permis à cette commune-là d'être à ce niveau-là. Donc il faut que les associations, disons, départementales de communes puissent évoluer vers des intercommunalités, mais on n'aura pas juste intercommunalité à l'échelle d'un département. Non, mais on a des intercommunalités en fonction des compétences qu'on veut valoriser. Si on veut travailler sur les ordures, on a l'intercommunalité qui s'en occupe. Si on veut travailler, par exemple, à avoir, disons, la gestion des gares routières, on peut faire l'intercommunalité. Il y a tellement de champs c'est tellement intéressant. On aura l'occasion d'y revenir quand même. Des réformes assez pertinentes et innovantes, des réformes sur lesquelles il faut s'attarder, des réformes que nous allons suivre de près pour voir ce que ça va donner pour notre pays. On croise les doigts pour que ça puisse donner un et on prie Dieu pour que Dieu touche les cœurs. Pour que nous soyons de bonne foi. Et que cette initiative démarrée par le gouvernement du président Patrice Talon puisse porter des fruits de développement réel à la base. Chers amis téléspectateurs de BLTV, chers internautes, c'est la fin de ce 3e numéro de Éclairage. Nous avons reçu pour vous M. Franck Kenevo. Il est expert en gouvernance locale et en communication. Le thème, vous le savez, des réformes pour la décentralisation au Bénin. Si vous nous avez suivis, merci et à très bientôt.